je voulais pas que ce soit une couche de gamification, je voulais vraiment que ça soit le jeu qui engage les utilisateurs sur le long terme. On voulait tout de suite... Je fais jouer autour de moi très rapidement, je joue moi-même, je dis aux équipes, si ça vous plaît pas à vous, ça plaira à personne. En fait, mon idée, c'était vraiment de résoudre un problème très simple. Un des problèmes que je vois dans pas mal d'applications mobiles de santé aujourd'hui, c'est qu'on essaie de résoudre trop de problèmes à la fois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Bonjour Edouard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui sort un petit peu des sentiers battus, ce que j'aime beaucoup sur le podcast. On va parler de jeux vidéo en santé. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours qui est visiblement assez riche avant d'en arriver à Tilac Healthcare? Oui, bien sûr. Salut Mériadec, déjà merci beaucoup de me recevoir. Me présenter ou présenter mon profil. Écoute, je pense qu'il faut, comme d'habitude, commencer par le commencement. Après des C'est assez ouais, classique. exactement. Après des études d'école de commerce à Paris, enfin pas une prépa. J'ai fait en gros un parcours assez classique. J'ai fait prépa puis une école de commerce à Paris et en fait j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies et puis le divertissement. Et en fait, j'ai décidé au tout début de ma carrière, donc c'était en 2006, de rentrer chez Gameloft. Donc j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo mobile pendant pas mal d'années, parce que j'ai travaillé pendant près de 10 ans. De mes premiers stages à ma dernière expérience chez Gameloft. Et en fait, j'ai été d'abord chef de projet de jeux mobiles. Alors à l'époque, c'était sur des téléphones qui n'étaient pas du tout des smartphones, c'était des jeux, des Nokia 3210, des choses comme ça. Donc c'était des jeux en Java. Et puis, bien évidemment, il y a eu l'avènement du jeu mobile avec l'explosion des smartphones à partir de 2007-2008, notamment, et l'arrivée de l'App Store, qui a vraiment fondamentalement changé le métier. Et on est devenu, le jeu vidéo mobile s'est complètement démocratisé. Et en fait, moi, j'ai évolué avec le média. J'ai été d'abord chef de projet, puis directeur de production. J'ai un peu voyagé puisque j'ai travaillé à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Puis ensuite, j'ai été directeur d'un studio de création de jeux, toujours chez Gameloft à Madrid. Et en fait, j'ai toujours été passionné depuis le début, si tu veux, de la puissance qu'avait le jeu vidéo, et plus particulièrement le jeu vidéo mobile, pour engager et retenir les utilisateurs sur le long terme. Et je me suis toujours dit qu'on pouvait faire plus que du simple divertissement avec les jeux vidéo. Et c'est comme ça, en fait, que en 2016, quand j'ai rencontré le professeur Sahel, qui était directeur de l'Institut de la Vision à Paris, et aussi éminent professeur en ophtalmologie, qui m'avait parlé de son idée de créer un jeu pour la vision, je me suis dit, ce serait fantastique, effectivement, de réussir à combiner à la fois un jeu à forte valeur ajoutée, donc vraiment engageant pour les utilisateurs, et qui en même temps enverrait en temps réel des données sur l'évolution de la pathologie des patients. Et puis c'est un peu comme ça que Tilac est né. Et donc voilà, ouais, donc j'ai un parcours plutôt de jeux vidéo, plutôt digital à la base, et puis mais de manière générale, j'ai toujours été passionné par l'impact des nouvelles technologies sur des secteurs où on les attend pas forcément. Et je pense que typiquement en santé, il y a énormément à faire dans le domaine. Ok, je pense qu'on va avoir le temps de revenir là-dessus. Mais j'ai une grosse question, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils vont se la poser. Est-ce que tu joues un petit peu aux jeux vidéo aussi? Ah bah bien sûr, non mais on peut pas travailler dans le secteur sans être un peu fan du média, hein. C'est un peu comme travailler dans la musique sans écouter de la musique. Ouais, bien sûr, je joue. Et puis je joue pas aux choses auxquelles je jouais il y a 10-15 ans. Maintenant, je suis
Je suis papa, donc je vais plutôt jouer à la Nintendo Switch avec mes enfants. Je passe peut-être moins de temps que je ne passais sur ma console ou sur mon PC, mais par contre, ouais, j'adore le média et je joue encore beaucoup. Ok, bah c'est vrai que l'importance de la passion pour ce qu'on fait, c'est primordial pour justement faire des belles choses. Et en parlant de belles choses, évidemment, Tilak Elsker, est-ce que tu peux nous présenter donc l'action de Tilak Elsker, la mission de Tilak Elsker et aussi l'équipe qui t'accompagne sur ce projet? Ouais, bien sûr. Donc, comme je te disais, Tilax est né en 2016, donc avec de la rencontre, de ma rencontre tout simplement avec le professeur José Alain Sahel, qui est éminent professeur en ophtalmologie et qui avait cette idée de créer un jeu pour la vision. Ce qu'on fait chez Tilax, c'est en fait des jeux vidéo médicaux validés cliniquement qui permettent un meilleur suivi ou une réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques. Et on a commencé avec l'ophtalmologie, donc avec un premier jeu qui s'appelle Odyssey et qui permet le suivi de la vision pour des patients qui sont atteints de maculopathie chronique. Donc, c'est des maladies des yeux liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou la rétinopathie diabétique. Et c'est des gens en fait qui ont besoin d'un suivi régulier pour s'assurer que leur vision ne se détériore pas. Et en fait, Odyssey est vraiment un outil de télésurveillance de la vision par le jeu. Le jeu est vraiment là pour engager l'utilisateur dans une expérience agréable et en même temps, c'est un dispositif médical qui récupère des données d'acuité visuelle en l'occurrence pour savoir comment la vision du patient elle évolue. Et en fait, pour faire des jeux vidéo médicaux, c'est simple. On a besoin de personnes qui connaissent le jeu vidéo et de personnes qui viennent du domaine médical. Donc, on C'est a une quoi équipe. l'équilibre peut-être dans ton équipe? Oui, alors c'est à peu près, je dirais aujourd'hui, on a environ 2 tiers de personnes qui viennent du monde du jeu, donc qui produisent le jeu, qui le conçoivent. Et ensuite, on a le tiers restant qui se divise entre des professionnels réglementaires, des professionnels plus cliniques et médicaux, et puis des gens en business développement et en marketing pour nous aider tout simplement à distribuer la solution au plus grand nombre. Donc on a vraiment, ouais, c'est vraiment 2 tiers de personnes qui viennent plutôt du digital du jeu vidéo et un tiers qui viennent plutôt du monde médical. Ok. Et pour bien comprendre, pour mettre un petit peu en perspective donc l'impact du jeu, notamment dans la DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge, est-ce que tu peux nous dire quelles sont aujourd'hui les solutions thérapeutiques et diagnostiques qui existent? Et donc, en quoi, donc on va le voir ensuite, en quoi Tilak Elsker révolutionne un petit peu ce milieu-là? Alors, ce qu'il y a d'extrêmement positif dans la DMLA, c'est que c'est une maladie dont l'évolution peut être freinée par ce qu'on appelle des injections anti-VEGF. Donc, c'est des injections qu'on fait dans l'œil et qui tout simplement permettent de freiner l'évolution de la pathologie. Maintenant, si on ne fait pas ces injections, les conséquences d'une baisse de vision peuvent être irréversibles et c'est aujourd'hui la première cause, en tout cas les maladies des yeux liées à l'âge, la première cause de cécité dans le monde. Donc il y a un vrai besoin de suivi des patients pour éviter tout simplement qu'ils deviennent aveugles ou qu'ils deviennent vraiment, qu'ils aient vraiment des problèmes. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les injections sont relativement protocolisées, c'est-à-dire qu'on va voir, une fois qu'on est diagnostiqué, on va voir son médecin, on a des injections en moyenne tous les 2 mois, mais ça dépend un peu de l'état d'évolution de la pathologie. Alors, sans rentrer dans les détails, on sait qu'aujourd'hui, il y a des fois, on réagit un peu trop tard, ou parfois on injecte trop tôt. En tout cas, il y aurait un vrai besoin, si tu veux, de savoir quand est-ce que la vision évolue pour pouvoir injecter exactement au bon moment, ou en tout cas au plus près du changement de vision chez les patients. Et c'est là qu'Odyssey, notre premier jeu, intervient, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est prescrit par les médecins, par les ophtalmologues. À ce moment-là, une fois que c'est prescrit, le patient reçoit un code unique sur son téléphone, télécharge l'application, rentre ce code unique, il est connecté à son médecin. Il joue au jeu qui est composé de modules médicaux et d'une partie jeu qui est là pour engager l'utilisateur dans une expérience agréable et entraîner la mémoire visuelle du patient. Et quand il y a un changement dans la vision, ça envoie une alerte à la fois au patient et au médecin. D'accord. Et donc, comme ça, ça fait un vrai filet de sécurité, si tu veux, pour les ophtalmologues et les rétinologues, parce que ça permet, et c'est bien évidemment
agréable pour le patient parce qu'il est au courant de ce qui se passe. Et donc, quand il y a un changement dans la vision, ça envoie une alerte au patient et au médecin pour optimiser tout simplement le parcours de soins. Voilà. Ok, super. On va justement rentrer un petit peu dans la profondeur de comment vous avez construit le produit. Et la première question, elle est assez simple. Quelle est la première action que tu as fait quand tu as décidé, quand vous vous êtes lancé plutôt avec les ophtalmos avec qui tu as bossé, quelle est la première action que vous avez menée quand vous avez décidé de lancer Tilac Healthcare? Voilà, c'est une bonne question. Il y en a plein. Il y en toute a plein, mais première. la toute première, non, mais c'était déjà, enfin, ne venant pas forcément, nous, on venait pas enfin, moi, je viens pas je suis pas ophtalmologue, hein, bien évidemment. Donc déjà, je voulais vraiment comprendre, quelle était la population cible, ensuite, quelle était la maladie, et est-ce qu'il y avait des mesures ou des choses qui pouvaient permettre justement de savoir comment la maladie évolue. En fait, mon idée, c'était vraiment de résoudre un problème très simple. Euh, un des problèmes que je vois dans pas mal d'applications mobiles de santé aujourd'hui, c'est qu'on essaie de résoudre trop de problèmes à la fois. Et pour moi, il était très clair, si on voulait que le jeu soit consistant, soit facile d'utilisation, il fallait qu'on résolve, ou en tout cas qu'on récupère une donnée qui allait être extrêmement importante et extrêmement facile à utiliser. Parce qu'en fait, on a eu plusieurs enjeux. C'est que, on a des patients qui ont une moyenne d'âge dans notre application de plus de 72 ans, donc ils sont relativement âgés. Euh, et ensuite, on voulait que le jeu soit simple, justement parce que cette population était relativement âgée. Alors, c'est une population qui joue bien aux jeux vidéo, mais qui joue à certains types de jeux. Donc il fallait aussi qu'on adapte, si tu veux, la finalité du dispositif, qui était de récupérer des données sur la vision, à ce à quoi les gens aiment jouer, enfin cette population-là. Donc on a pas mal discuté avec bien évidemment le professeur Sahel, mais aussi d'autres rétinologues comme le docteur Girmins, qui est aussi cofondateur de l'entreprise, et puis des orthoptistes, des patients, pour essayer de comprendre le besoin. Et après, assez rapidement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite cellule, une équipe vraiment qui allait commencer à travailler sur le prototype, composée d'un graphiste, d'un game designer, d'un programmeur, d'une orthoptiste et déjà d'une personne aussi au réglementaire, pour nous assurer que dès le début, déjà, on crée un jeu. Donc, je voulais pas que ce soit une couche de gamification, je voulais vraiment que ça soit le jeu qui engage les utilisateurs sur le long terme. On voulait tout de suite que la donnée médicale elle soit pertinente, donc on voulait pas faire de bêtises, et on voulait s'assurer aussi que on préparait dès le début les aspects réglementaires, parce qu'on le sait, pour avoir la confiance des médecins, des patients, des autorités, il faut suivre certaines règles, et c'est également le cas dans le domaine du logiciel médical, et je voulais vraiment que dès le départ, les gens aient confiance dans le dispositif. Surtout qu'on allait arriver, si tu veux, avec un pitch qui était un peu différent. C'est un jeu vidéo pour suivre votre vision. Il fallait quand même qu'on démontre notre sérieux dès le départ. C'était très important. J'aurais sûrement quelques questions à te poser encore un petit peu plus tard là-dessus, mais j'ai une question qui m'intéresse beaucoup parce que, comme tu viens de le dire, la moyenne de vos utilisateurs, c'est 72 ans. Et la première question qui me vient, c'est comment vous avez fait, quelles sont vos méthodologies pour développer une UI et un UX irréprochables? Parce que je suppose qu'il faut que ça soit quand même extrêmement simple pour être pris facilement en main par cette population. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Alors, après, je mettrais toujours de la nuance là-dedans, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que la barrière à l'entrée, elle est plus est-ce que vous avez un smartphone ou pas, que est-ce que vous êtes capable de. À partir du moment où la personne a un smartphone, qu'elle ait 70, 80, 90 ans, elle saura utiliser le jeu. On a fait quelque chose de relativement simple. Il y a quelques règles qu'on a suivies, qui étaient déjà de faire une recherche sur quel est le type de jeu auquel ils jouent, quelles sont les applications qu'ils utilisent. Et ça nous a donné quand même pas mal d'informations sur la manière dont on allait devoir designer et faire l'expérience utilisateur. Ensuite, on a fait quand même pas mal d'allers-retours avec que ce soit des associations de patients ou des patients directement, pour savoir s'ils arrivaient à l'utiliser. On a fait des tests d'usabilité pour être conforme à la norme, et puis surtout parce qu'on a un dispositif médical et qu'il faut avoir des tests d'usabilité qui montrent que la population cible va comprendre comment l'utiliser. On avait quand même des enjeux aussi par rapport à la lecture, parce que c'est des personnes qui sont atteintes de maladies oculaires, donc ils ne peuvent pas lire des. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est sûrement l'un des enjeux majeurs. Ouais, et donc du coup, on a fait toute une interface où au final il y a très peu de texte. On a mis ce qu'on appelle
tout simplement du voice-over, c'est-à-dire du son sur les instructions pour que les gens comprennent. On a fait des vidéos tutoriels courtes mais simples. Et puis après, oui, c'est beaucoup de travail sur l'interface utilisateur, d'où mon point sur il faut résoudre un problème à la fois et éviter de faire des sortes d'usines à gaz qui ne vont pas être utilisées, parce que quand on a une population comme la population cible d'Audiesite, il faut que ça soit simple. D'autant que je dirais que, et on le voit dans l'applicatif mobile, les 5 premières minutes et la première journée, c'est un peu le juge de paix du succès d'une application. Après 3 jours, je crois, la moyenne dans les applications mobiles, c'est 70% des utilisateurs sont partis. Donc quand on fait un outil médical, il ne faut pas que ça arrive. Et donc du coup, il faut que le début soit extrêmement simple, que les personnes soient engagées, que ça soit aussi fun. Enfin, il faut que ça soit un peu quelque chose qu'ils ont envie d'utiliser, parce que sinon, on ne va pas avoir d'impact à terme, puisque les patients seront partis. D'accord. Voilà. Okay. Je sais que ce que tu dis, ça fait vraiment écho avec Calmedica. J'ai eu Alexis Ernaud, le fondateur de Calmedica, sur le podcast dans l'épisode 20, et il met un point très important sur la simplicité d'utilisation. Pour lui, c'est pareil, il faut que ça soit très très simple, et surtout de répondre à un problème précis. Donc c'est vrai que c'est vraiment agréable de parler là-dessus. Et peut-être en termes concrets, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui vont se poser des questions, peut-être aussi qu'il y en a qui vont avoir envie de lancer des jeux vidéo thérapeutiques. Quels outils vous avez utilisés ? Est-ce que vous avez fait des focus group ? Est-ce que vous avez réuni des patients dans une salle ? Comment vous les avez observés ? Et peut-être une question supplémentaire, est-ce que toi, en tant que CEO de la boîte, tu participes aussi à ces focus group pour garder la vision assez proche du produit ? Alors, j'ai envie de dire oui à tout. D'abord, on a bien évidemment fait des focus group. Ensuite, moi, je mets des règles assez simples, hein. C'est que je fais jouer autour de moi très rapidement. Je joue moi-même. Je dis aux équipes, si ça vous plaît pas à vous, ça plaira à personne. Des choses assez simples comme ça. On oublie, mais souvent quand on est dans son travail et qu'on est devant son ordinateur, on oublie tout simplement de construire une build, de la mettre sur son téléphone, de jouer. Parfois, on va rapidement faire un prototype sur son ordinateur, mais c'est pas la même chose que de l'avoir sur le enfin, en tout cas, il y a des règles de base pour s'assurer que, au moins nous, on fait une première passe de test. Ensuite, on fait des focus group sur la population cible pour s'assurer que les gens comprennent, que les gens avancent. Est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des playtests. Alors les playtests, plus que les focus group, c'est un peu plus long, c'est-à-dire qu'on va laisser l'application entre les mains des utilisateurs pendant quelques temps, et on voit un peu comment ils se comportent avec l'application. Et puis après, on fait des rendez-vous avec des associations de patients aussi. Après, c'est toujours difficile, parce que je pense qu'il faut absolument aller chercher des informations de ces utilisateurs cibles, mais c'est pas eux qui vont faire l'innovation en réalité. C'est-à-dire que eux, ils vont vraiment expliquer. Enfin, on va vraiment se rendre compte s'ils comprennent ou ils comprennent pas. Mais en tout cas, je pense que les retours utilisateurs, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est vraisemblablement un ressenti, mais ils vont pas définir le produit à votre place. Ok, ça c'est hyper intéressant. Est-ce que justement tu peux expliquer comment aller chercher de l'information, de l'insight chez le patient ? Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent tester votre produit, mais en effet le patient, l'utilisateur final, il n'est pas averti, c'est pas lui qui peut créer la solution finale. Donc comment vous faites ? Ça, pour le coup, c'est les tests d'usabilité ou les focus group. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est, au-delà de récupérer les données, écrites et les rapports qui sont en général faits par les entreprises qui font des focus group, il faut aussi analyser. Il faut essayer de filmer le plus possible pour se rendre compte de la manière dont les gens utilisent l'application. Je vais donner un exemple très concret sur un de nos focus group. Au début, il y a une personne, un des feedbacks, c'était elle pense que le bouton devrait être vert et pas, elle devrait être rouge et pas vert, parce qu'elle l'avait pas vu et qu'elle n'avait pas appuyé, et que du coup elle n'a pas appuyé pour aller au screen suivant. Et la réalité, c'est qu'on regarde la vidéo et la personne, elle appuie, mais elle appuie vraiment beaucoup. Donc, elle était en train d'appuyer. Elle avait bien vu quelque chose. C'est juste qu'en fait, ce qu'on appelle la zone de collision du bouton était trop petite. Et donc, du coup, si on élargissait la zone de collision, elle aurait appuyé au bon endroit et elle serait passée. Donc, c'est ce genre de choses, je pense, qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que le feedback est toujours important. L'interprétation, c'est quelque chose de différent. D'accord.
Ok. Voilà. C'est ce que je dis aux équipes, c'est il faut absolument sortir de son référentiel, c'est-à-dire aller chercher des informations à l'extérieur. En revanche, il ne faut pas s'attendre que l'extérieur nous donne la démarche à suivre sur ce qu'il faut faire. En fait, c'est des informations supplémentaires, mais la réalité, c'est que l'énergie et le concept, il va venir des équipes. Et c'est un peu, ça me fait penser à la phrase de Serge Gainsbourg qui disait si vos parents aiment ce que vous faites, globalement, c'est que le produit est pas bien. Enfin, il fallait pas le sortir. C'est toujours la même chose. Si on fait ce que les utilisateurs attendent, ça veut dire que globalement, il y a un décalage entre ce qui doit être fait et ce qui aurait dû être fait. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais euh, en gros, il faut que ça étonne les utilisateurs. Il faut pas que ça soit attendu. Ça doit jamais être attendu un produit Ça me fait comme Amazon. penser au Mom Test de Rob Fitzpatrick. Je sais pas si tu l'as lu, c'est un peu la même démarche. Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, j'attends. Enfin, je pense que c'est extrêmement intéressant parce qu'on avait eu, nous, on avait eu. C'est comme par exemple, on dit on va faire des jeux vidéo pour des patients atteints de DM. Et là, il y a plein de gens, y compris les utilisateurs, qui disent oh mais je joue jamais aux jeux vidéo. Et puis on fait des témoignages patients. Et à ce moment-là, je dis à la patiente qui vient nous expliquer son ressenti, elle dit ah bah non, mais moi je joue jamais aux jeux vidéo. Là, mon médecin m'a dit, j'utilise un peu. Et là, elle commence à décrire le jeu, mais comme personne. C'est-à-dire, j'ai jamais, Ok. enfin même moi, je connais pas aussi bien le jeu. Elle explique qu'elle joue tous les jours, qu'elle préfère faire 2, 3 puzzles. Alors elle en est là, elle a été bloquée par le niveau 32. Enfin, en gros, elle connaissait le jeu, mais en fait, elle s'en rendait pas compte tout simplement. Et c'est là qu'on sait, enfin, c'est là que globalement on sait qu'on a gagné. C'est quand on fait un focus group ou quand on fait un témoignage patient. Quand en fait c'est devenu naturel pour les patients, ça veut dire que la raison pour laquelle on a construit le produit est la bonne. Et la manière dont on l'a fait est la bonne aussi. Les gens ne doivent pas avoir conscience qu'ils jouent aux jeux vidéo. Ils doivent juste le jouer parce que c'est naturel, parce que c'est sympa. Et au final, ça leur permet de suivre leur vision. Voilà. Tu me fais faire la transition automatique vers un point très important, c'est l'engagement. Et là, justement, c'est une preuve d'engagement que tu viens d'évoquer. Est-ce que vous mettez des éléments particuliers pour engager plus le patient? Et notamment, j'ai eu un échange avec ton BizDev, donc Martin, qui m'a dit qu'il y avait des patients qui faisaient 400 tests par an, ce qui est énorme. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des éléments, un peu un ingrédient secret qui fait qu'il y a des gens qui vont... Bah, alors, il y a plein de choses dans le software as medical device, dans l'applicatif médical. Il y a plein d'aspects qui vont permettre l'engagement et l'usage. Bien évidemment, d'abord, les gens, ils vont utiliser l'application parce que ça a été prescrit par le médecin. D'accord, ok. Ça, c'est la première chose, c'est sûr, parce que le médecin a quand même un impact. Mais une fois qu'ils ont téléchargé l'application, c'est l'application qui prend le relais. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a clairement pris des ingrédients qui fonctionnent très bien dans le jeu vidéo mobile, dans le free-to-play. On sait qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo mobile gratuit, le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire s'assurer que les patients reviennent le plus longtemps possible et qu'ils fassent le plus de sessions possible, entre guillemets, pour pouvoir in fine potentiellement convertir les utilisateurs à du paiement. Alors nous, c'est pas du tout le but, puisque c'est un jeu qui est gratuit pour les utilisateurs, enfin qui est gratuit, qui est effectivement, les utilisateurs n'ont pas besoin de le payer, mais le but, nous, c'est qu'ils utilisent le plus possible pour avoir des données pour pouvoir optimiser le parcours de soins. Mais au final, les mécaniques sont relativement similaires. Et pour ça, c'est simple, hein, il faut faire... y a, on pourrait aller vraiment dans le détail, mais il y a effectivement des règles de free-to-play qu'on a pu utiliser, des sessions courtes de jeu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire plusieurs sessions courtes qu'une une session longue. C'est combien de temps à peu près pour avoir une idée Bah pour faire son test qu'on demande de manière quotidienne, ça prend littéralement 3-4 minutes. Si on rajoute la partie jeu, les gens vont jouer pour 10 minutes, environ 10 minutes par jour. Ce qui fait que du coup, on a des petites sessions de 10 minutes et c'est facile à intégrer dans le quotidien des gens. Et une fois qu'il y a une routine quotidienne de 10 minutes, alors à ce moment-là, on commence à avoir effectivement un engagement et une rétention qui est relativement longue. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres éléments. Il y a, par exemple, dans le jeu, on a une progression du niveau qui n'est pas linéaire. Il y a ce qu'on appelle une sinusoïdale. Alors, effectivement, la tangente va être linéaire, mais la courbe de progression moyenne va être linéaire. Mais en réalité, on va donner le sentiment d'abord, par exemple, que l'utilisateur est super fort.
Donc il va évoluer rapidement dans le jeu, et puis au bout d'un moment, il va avoir les premiers challenges, il va avoir des difficultés, et puis il passe le challenge, et là il se dit je suis vraiment fort, on va baisser en général la difficulté à ce moment-là, donc du coup il a vraiment l'impression d'être super fort, et on fait augmenter comme ça, enfin c'est des tips de game design qui fonctionnent très bien dans le jeu mobile gratuit, qu'on a bien évidemment adapté ici. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait créer cette routine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont passé un certain stade et qu'ils ont suffisamment de données, il y a la première, ce qu'on appelle alerte, qui intervient. C'est-à-dire que le jeu a décelé un problème de vision. À ce moment-là, il va chez le médecin. Et là, il y a le troisième kick, je dirais, en termes de rétention, qui est le service médical rendu par l'application. Et à partir de là, les patients, ils ont compris comment ça fonctionne. Et du coup, forcément, là, ils se sont rendus compte que, ah oui, effectivement, ça a été prescrit par mon médecin, j'ai joué, ça a optimisé mon parcours de soins, c'est super, donc voilà, je vais continuer. Et là, en général, les gens restent dans C'est l'application. vrai que c'est un élément que j'avais peut-être pas compris, c'est que dans la session de jeu, il y a une session qui est dédiée au test et une session qui est dédiée à du jeu purement jeu. Absolument. Pour plein de raisons, parce que déjà, les tests sont relativement normés et on voulait pas dénaturer la partie jeu vidéo, on voulait vraiment qu'elle soit engageante et évolutive. Donc la partie test médical, c'est assez normé, ça te donne des points d'énergie qui te permettent d'aller débloquer la suite du jeu. Donc en fait, il y a quelque chose de... c'est un cercle assez vertueux où en fait, on fait ces tests médicaux, ça nous permet de débloquer le jeu, on joue au jeu, c'est amusant, donc du coup je reviens faire mon test médical parce que j'ai envie d'avoir des énergies pour pouvoir continuer à jouer au jeu, et puis hop, ça continue comme ça. Et puis au bout d'un moment, tac, j'ai une alerte parce que ma vision baisse malheureusement. Je vais voir le médecin me dit ouais, vous avez bien fait, effectivement il y a eu une baisse de vision, alors il y a eu une intervention, et puis à ce moment-là, la personne elle continue sa routine. Ça, c'est un élément qui va m'intéresser particulièrement sur le côté un peu médical. Est-ce que vous avez repris donc directement les tests historiques utilisés par les ophtalmos, ou est-ce que vous avez quand même essayé de mettre une surcouche un peu nouvelle, ou même peut-être inventer des nouveaux tests? Alors, il y a toujours une adaptation, ne serait-ce qu'à la plateforme un peu mobile, et puis surtout, on a développé une technologie unique qui nous permet de mesurer la distance du visage par rapport à l'écran, d'analyser la luminosité ambiante, ce qui nous permet d'avoir une reproductibilité des tests sur beaucoup de devices, que ce soit Android ou Apple. Euh, Après, encore une fois, il y a une standardisation. On voulait que la donnée que les médecins récupéraient soit une donnée qu'ils arrivent facilement à appréhender et à comprendre, parce que on s'est rendu compte quand même déjà qu'on arrive avec un produit relativement nouveau. Si en plus on leur donne une nouvelle méthode d'évaluation de la vision, il va y avoir un double frein à l'utilisation, parce qu'il y a autant convaincre le médecin qu'il faut convaincre le patient. Et en réalité, c'est presque aujourd'hui plus difficile euh, de, de changer des méthodes de travail qui sont celles des ophtalmologistes depuis des années, que de dire à des patients allez jouer sur votre téléphone portable, ce qu'ils font pendant leur temps libre. Alors que les médecins, c'est normal, ils ont des méthodes de travail qui sont souvent les mêmes pendant pas mal de temps. On arrive avec quelque chose de nouveau qui nécessite un petit peu d'adaptation de la routine de travail. Donc on voulait quelque chose de facilement appréhendable pour les médecins, d'où la nécessité de quand même rester sur un test qui allait être proche de ce qui est fait dans les cabinets. Tu as devancé la session suivante. J'allais te poser des questions sur les défis de la gamification. Donc là, tu viens justement de parler peut-être de la réticence, des freins des professionnels de santé. Comment vous passez par-dessus ces freins? Alors, une chose qui est claire, c'est que c'est pas un frein intellectuel. Déjà, soyons clairs, c'est qu'il n'y a pas de réticence de la profession à ce qu'on utilise de la profession médicale à ce qu'on utilise le digital. En revanche, il y a un frein qui est évident, qui est un frein organisationnel. On le sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dur de s'intégrer sur les technologies existantes quand on va dans le cabinet. Euh, Ça veut dire qu'il faut installer un nouveau logiciel, pas un nouveau logiciel, mais il faut qu'ils aient accès à un tableau de bord spécialisé. Donc ça veut dire que tout ça, ça rajoute, c'est un peu de friction au démarrage. Donc on fait énormément d'éducation, notamment avec notre partenaire en France qui est Novartis, qui nous aide à promouvoir l'application
auprès des rétinologues. Et on présente la solution, on fait des trainings, on explique combien de temps ça va prendre, quelle est la meilleure manière de sélectionner ses patients, quelle est la meilleure manière pour s'organiser tout simplement et insérer ODCITE dans sa routine de travail. Donc c'est des choses qu'on fait évoluer en permanence. Alors l'avantage, c'est qu'on a pas mal de données de vraie vie qui nous permettent de quantifier l'apport que ça va apporter aux rétinologues et puis surtout de leur montrer que la solution fonctionne. On fait des études cliniques, c'est aussi ça qui est indispensable. Et puis on va essayer d'aller chercher le remboursement, bien évidemment, parce que c'est un gage de sérieux, c'est un gage de validité et il faut les médecins quand même sont les garants du soin, donc il faut que les outils qu'on leur propose leur garantissent également qu'ils vont pouvoir soigner aussi bien et mieux surtout qu'avant. Ok. Et j'avais une question très intéressante pour moi parce qu'elle me passionne un petit peu, c'est de savoir pourquoi un tel jeu dont on voit vraiment l'intérêt de santé publique, pourquoi il ne peut pas être diffusé à grande échelle? Donc tout le monde le télécharge, tout le monde joue avec et puis tout le monde détecte soi-même ses problèmes. Ouais, c'est une bonne question. Alors, la réalité, c'est que on n'a pas besoin, quand on n'a pas quand on a des problèmes ophtalmologiques standards, on n'a pas besoin de faire des tests tous les jours. Il n'y a pas besoin d'un suivi si régulier. C'est-à-dire que typiquement, il faut que les gens se fassent dépister ou aillent chez le médecin de manière annuelle ou parfois biannuelle, mais jamais très rarement au-delà. Pour les maladies des yeux liées à l'âge, il faut un suivi beaucoup plus régulier parce que le changement de vision peut intervenir d'un moment à un autre et il faut intervenir très rapidement. S'il n'y a pas cette régularité dans le suivi de vision, il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir un jeu qui va accompagner le patient tous les jours. D'accord, ok, je vois bien. Il y a une nécessité de faire du dépistage et à ce moment-là, ça peut être quand même une application. Et typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire aussi évoluer la plateforme pour répondre à ces besoins dont tu parles, pour des besoins plus ponctuels de suivi d'acuité. Mais le jeu, en fait, ça serait moins pertinent parce qu'on va pas retenir les utilisateurs tous les jours dans l'application pour faire un test tous les 6 mois. Voilà. Ok, mais ça pourrait être utilisé dans une campagne de dépistage massif. Absolument, oui, absolument. Après, encore une fois, c'est absolument. Après, encore une fois, je pense que là, ça a été créé pour un besoin très particulier parce que ces gens ont un besoin vraiment de suivi extrêmement régulier et que le jeu est un formidable outil de rétention et d'engagement. Et est-ce que dans le futur de TILAC et donc de ODCITE, vous allez implémenter des modules qui peuvent permettre peut-être de diminuer la dégénérescence maculaire? Alors, je pense que juste physiologiquement, on n'est pas en. Enfin, encore une fois, je suis pas prix Nobel de médecine et je suis pas médecin. C'est une Donc question dure, hein. une C'est question. une question que je me pose peut-être de savoir s'il y a possibilité avec le jeu même d'aller faire tout simplement de la thérapeutique au-delà du diagnostic. Alors, de la thérapeutique en vision, je ne sais pas. De la rééducation, peut-être, dans certaines pathologies. Je pense notamment à l'amblyopie chez les enfants. Il y a des choses à faire parce que l'œil est aussi un muscle et on peut potentiellement aussi en presbytie retarder le moment où on a besoin de lunettes si on fait certains exercices. Donc là, je pense qu'il y a effectivement des choses et d'ailleurs, nous, on est très intéressés par ça. Donc on regarde, mais c'est encore très tôt et puis c'est de la R&D. Maintenant, du thérapeutique pur, je pense que ça sera plus en bundle avec je crois pas au remplacement du digital partout et pour tout. Je pense que le digital est particulièrement intéressant pour le dépistage, il est intéressant pour la rééducation, c'est particulièrement pertinent et là effectivement il y aura peut-être du thérapeutique dans des domaines comme la santé mentale, où là je pense effectivement qu'une molécule digitale pourrait permettre de faire la même chose que certaines thérapies traditionnelles. Sur l'ophtalmologie, on regarde. En rééducation, oui.
peut-être. Après, dans les maladies des yeux liées à l'âge, il y a quand même quelque chose de physiologique qui se passe et qui nécessite l'intervention d'un thérapeutique traditionnel. D'accord. C'est peut-être une question un petit peu tôt, mais est-ce que vous avez commencé à sonder le marché pour penser aux futurs jeux que Tilac va développer? Oui, oui, on a bien évidemment commencé à regarder, ce dont je te parlais tout à Vous êtes un peu tronqué non, bateau. non, mais ce dont je te parlais tout à l'heure, nous, on veut déjà bien évidemment se concentrer sur l'ophtalmologie. Alors, on élargit, on va peut-être mettre d'autres modules pour pouvoir faire d'AudiSight une plateforme encore plus large qu'elle ne l'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les maladies des yeux liées à l'âge, les maladies dégénératives des yeux liées à l'âge. Et nous, on aimerait bien répondre aussi à d'autres problématiques, comme celle du glaucome, celle de la cataracte. On aimerait bien aussi aller potentiellement sur la presbytie, comme je te disais. Et puis, moi, je pense que le jeu, de manière générale, est un formidable outil qui peut être utilisé dans d'autres domaines et peut-être potentiellement aller notamment dans le domaine des neurosciences. Mais une chose à la fois. D'abord, on va essayer de remplir notre mission et d'aller jusqu'au bout de la mission en ophtalmologie. Bah là, c'est une question très personnelle que je vais te poser parce que, comme tu viens de le dire, le potentiel de la gamification, du gaming en santé, il est énorme. Comment tu fais pour maintenir ton focus et te dire, bon, faut que je reste sur cette voie-là, faut pas que j'aille dans d'autres voies pour l'instant, d'abord restons focus, restons concentrés. Bah, Ça doit être écoute, frustrant, surtout quand tu vois avec ton recul bah, tous les ouais, potentiels qu'il y a, quoi. bien sûr, mais enfin, je pense que quand on travaille, voilà, au début, plus que maintenant, parce que maintenant, je pense que le domaine de la santé est quand même assez procédurier, c'est normal, et il faut laisser le temps aux choses, il faut déjà, bon, créer bien évidemment le produit, le prouver, puis ensuite le distribuer. Et nous, on est entre les deux dernières phases. Je veux vraiment je pense qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de la chaîne en ophtalmologie, assez naturellement, on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans d'autres aires thérapeutiques. Maintenant, ça coûte de l'argent, un peu comme un médicament. C'est comme si je te disais, je veux soigner le cancer. De l'autre côté, j'aimerais bien faire pour la sclérose en plaques des choses. Bien évidemment, si je pouvais faire toutes les pathologies possibles d'une âge, je le ferais, mais ça coûte quand même de l'argent. On est un produit de santé, c'est pas seulement un produit digital. Il y a des preuves cliniques à aller chercher. Donc, il faut rester assez focus, comme dans toute entreprise. Il faut rester assez concentré pour pouvoir tout simplement arriver à maturité. Et puis après, ouvrir et diversifier. D'accord, et sans mauvais jeu de mots, quelle est ta vision de la gamification dans 5-10 ans? Et peut-être toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans par rapport à ça, avec Tilac? Moi, je pense que la gamification, en réalité, on se pose pas tellement de questions par rapport à la télé, par exemple, ou par rapport à la musique. Je pense que c'est un média qui fait partie de nos vies aujourd'hui et qui va faire de plus en plus partie de nos vies. Les gens voient encore un peu comme une anomalie ou comme quelque chose de marrant ou quelque chose de divertissant. La réalité, on le voit avec Fortnite, hein, c'est que c'est devenu un outil social pour les enfants, c'est devenu un outil éducatif, c'est devenu un moyen de communiquer sur son entreprise. Euh, En réalité, le jeu sera partie. Enfin, on se posera même pas la question si c'est du jeu ou si c'est quelque chose d'autre. Moi, euh, je pense que c'est juste un autre outil qui nous permet de parler aux utilisateurs et de capter de l'information. En tout cas, moi, on est en mission, hein. Le slogan de l'entreprise, c'est You Play We Care. Je pense fondamentalement que Tilac, à terme, pourrait devenir un éditeur, un peu comme un labo pharmaceutique, mais un éditeur de solutions thérapeutiques en santé en utilisant le jeu parce que, comme je le disais, on le voit, hein, nous, on a une moyenne d'âge de 72 ans, une rétention qui est comparable à celle d'Instagram. Les gens adorent jouer et ça rend l'expérience beaucoup plus agréable. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'accord, on est malade, mais c'est pas une fatalité et qu'on a un outil qui est agréable et qui en même temps nous permet de suivre notre pathologie. Voilà, ça c'est super parce que ça permet aux gens de prendre mieux soin d'eux et puis d'être tout simplement mieux soignés en dépit des enjeux démographiques qui nous guettent, quoi. Tu vas donner envie à beaucoup d'auditeurs de se lancer dans le développement de jeux vidéo. Donc, allez, une question, c'est la question des auditeurs. Quelle est la Dream Team rêvée pour développer un jeu thérapeutique? Tu veux des noms ou tu veux juste des professions Bah, les noms, bah, autrement, ils risquent peut-être d'être démarchés après Non, abusivement. mais Donc, la Dream Team pour faire un jeu vidéo thérapeutique, il faut un programmeur de talent versatile,
qui puisse être capable à la fois de faire de l'applicatif et potentiellement du back-end. Donc, il faut quelqu'un qui ait quand même une bonne compréhension des diverses technologies. Donc ça, c'est indispensable. Un game designer, ça ne s'invente pas. C'est pas, on ne devient pas game designer, c'est une vraie science. Enfin, on devient des game designers, mais on ne s'invente pas game designer. C'est un peu l'architecte en fait du jeu. Ensuite, il faut un artiste ou un graphiste, parce que c'est celui qui va faire le packaging et qui va vraisemblablement communiquer un petit peu de passion. C'est assez intéressant dans le jeu, c'est quand on fait des analyses de jeux qui ont vraiment marché, comme par exemple Candy Crush. Il y avait toute une analyse picturale qui avait été faite, et en réalité, le choix de la direction artistique de Candy Crush, il n'est pas du tout par hasard. C'est-à-dire que c'est vraiment donné parce qu'ils avaient ciblé une population cible qui était les femmes de 45 ans ou de 50 ans. Et donc, ils ont été chercher une direction artistique qui allait leur rappeler leur enfance. Enfin, et ça nécessite quelqu'un qui maîtrise quand même un tout petit peu les codes artistiques. Donc, il faut un bon artiste. Et puis derrière, il faut un pilote. Un pilote, c'est le chef de projet. C'est celui qui va s'assurer que les timings sont bons, que le budget est respecté, et puis que toute l'équipe va dans la bonne direction, quoi. Bah, peut-être bon, il me reste deux questions à te poser, mais peut-être une question supplémentaire. Comment tu fais pour transmettre ta vision à tes équipes? Parce que je pense, enfin de mon côté, que des fois tu dois avoir quelque chose en tête et ça doit être difficile de le voir matérialiser en face directement par tes équipes. Oui, non, c'est sûr. Et je me permets juste de. Après, il faut quand même des gens pour nous aider au niveau médical et puis sur la partie distribution. Là, je parlais juste de la partie conception. Par rapport à ta question, la vision, je pense qu'il faut répéter les choses. Il faut montrer. Souvent au début, notamment, il faut faire par soi-même pas mal de choses. C'est D'accord, donc tu peux genre leur faire un dessin, je sais pas, leur montrer Ouais, visuellement ce que tu as dans la tête. j'ai fait énormément. Effectivement, je faisais beaucoup de. Alors, plus maintenant parce qu'on est beaucoup plus nombreux, mais au début, on faisait beaucoup de sessions où on faisait des tableaux de référence. On jouait ensemble aux choses que j'aimais, à la direction dans laquelle on voulait aller. Ensuite, on avait des débats là-dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parfois, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est quand même un travail d'équipe. Euh, Après, je pense que c'est une question de. Je pense qu'il faut communiquer en permanence, il faut partager, il ne faut pas avoir peur de redire les choses, puis après, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Donc voilà, après, c'est toujours un processus itératif, hein. On fait tout le temps des erreurs. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, il y en a qui reviennent parfois. Enfin, voilà, il faut. Et puis, il faut prendre le temps de bien faire les choses et de bien les digérer soi-même. Encore une fois, il faut que ça nous plaise à nous avant que ça plaise aux utilisateurs. Ça, c'est hyper important. Ça, cette phrase-là, je vais la garder, je pense, en top line de l'épisode. Et allez, Non, mais c'est vrai. deux questions pour terminer. Quelle est ta plus grande fierté avec Tilak? Et son opposé, parce que je sais que beaucoup de personnes posent cette question, quelle est ta plus grande fierté? Est-ce que tu as un regret? Alors, ma plus grande fierté, on a eu une fois un patient, un patient d'ailleurs qui a fait 2-3 témoignages et qui est prof de foot, enfin qui est éducateur en banlieue parisienne, et qui a un jour eu un problème de vue puisqu'il regardait un match, je crois, de rugby à la télé, et puis tout d'un coup il a vu tout noir, il est allé voir un médecin, le médecin lui a effectivement diagnostiqué une dégénérescence maculaire ou une maladie des yeux liée à, je me souviens plus exactement de la pathologie. Et il lui a prescrit Audicite, et puis ça a été son feedback. C'est grâce à Audicite, je dors mieux la nuit, je sais que je suis suivi. Si j'avais pas eu d'Audicite, j'aurais perdu la vue potentiellement. Ça, si tu veux, c'est assez exceptionnel. Après, la deuxième chose qui me fait plaisir, c'est de voir quand les gens ont envie de rester avec nous parce qu'ils aiment la mission et puis qu'ils aiment l'environnement de travail dans lequel ils sont. Donc ça, c'est super. Après, mon plus grand regret, je pense qu'à des instants T, parfois, on fait des choix. On met parfois un individu au-dessus du collectif dans la manière dont et je pense que mon rôle, il est toujours
de mettre le collectif au-dessus de l'individuel, même si parfois ça passe par des décisions qui sont pas faciles. En tout cas, c'est le rôle de tout dirigeant d'entreprise. Parfois, les gens le comprennent ou ne le comprennent pas, mais il faut toujours mettre le bien collectif au-dessus du bien individuel. C'est d'ailleurs le principe même du contrat social dans la société de manière générale. Et ben, c'est pareil en entreprise. Et parfois, je pense qu'il y a certaines situations individuelles qui peuvent nuire au bien collectif. Et il faut savoir les régler rapidement pour pouvoir, encore une fois, préserver le bien collectif. Mais c'est jamais simple, quoi. Oui, ça doit venir avec l'expérience aussi, Ouais, petit à petit. Exactement. Ok. Et la dernière question, si tu es un habitué du podcast, tu dois t'attendre à celle-ci. Et je pense que vu que tu es un homme du jeu vidéo, tu auras sûrement une bonne réponse pour moi. Est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré? Écoute, c'est toujours la même chose, mais pour moi, il y en aurait deux. Il y aurait un John Lennon et deux Tiger Woods, tu vois. Pour moi, c'est des aventuriers. Pourquoi? Parce qu'ils ont fondamentalement changé la manière dont ils ont, d'un côté, l'un fait de la musique et l'autre... Enfin, il y en a un qui a exploré la musique d'une manière très particulière et l'autre qui a changé fondamentalement un sport. Et ça me fascine parce que ça nécessite déjà, de maîtriser parfaitement son secteur pour pouvoir essayer d'aller beaucoup plus loin, d'apporter quelque chose de nouveau et, in fine, de réussir à révolutionner soit la musique, soit en l'occurrence le golf. Donc voilà, je pense que je suis toujours fasciné par ça, par cette capacité qu'ont certaines personnes à assimiler tout ce qui est assimilable dans un domaine, et puis à un moment de complètement challenger le statu quo, mais non pas parce qu'ils veulent le challenger, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce que tu as lu Comment atteindre l'excellence de Robert Greene? Non. Bah c'est exactement cette philosophie des personnes qui deviennent master dans un domaine pour ensuite le faire grandir. Ouais, non, mais bien sûr, hein, je trouve ça fascinant, et je pense que, tu vois, les aventuriers, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que c'est quand même complètement fou en soi de se dire, d'avoir la conviction qu'on va aller trouver quelque chose dans un endroit qui n'a pas été exploré. Je trouve ça fascinant, quoi. Bah c'est ça, c'est toute la baseline du podcast, et c'est un peu pour ça du coup que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que bah, tu explores vraiment un territoire inexploré en santé, ou du moins qui va évoluer, qui va être amené à émerger dans les années futures. Non, c'est super, et puis c'est super ce que tu fais avec le podcast. Je trouve ça, tu sais, d'une certaine manière, il faut aussi avoir la foi, quoi. Je veux dire, on est dans un secteur qui est tout nouveau, c'est hyper qualitatif. Tu prends du temps pour partager ta passion. Moi, je trouve ça génial. En tout cas, bravo. Bah, c'est vrai que dans la santé, c'est facile d'être passionné, mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon, comme d'habitude, j'ai duré un petit peu plus longtemps, donc désolé de t'avoir tenu au micro trop longtemps, mais c'était vraiment passionnant et j'aurais encore 1000 questions à te poser, donc merci à toi, Edouard. Bah non, mais n'hésite pas, Mariadec, si tu veux qu'on discute. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.